J'allais pouvoir enfin assurer mon poste. Le maréchal des logis Cahuzac, en partant, m'avait fait une fleur avec l'assentiment de l'adjudant-chef Legendre. Il m'avait cédé sa chambre, habituellement réservée aux sous-officiers. Cette chambre était située au bout de la baraque où j'avais été installé. Comme vous serez bientôt nommé sous-officier, m'avait-il dit, il est normal que vous l'occupiez dès maintenant. Cela facilitera le service le soir, puisque vous devrez venir dépouiller le courrier du régiment à l'arrivée du wagmestre. Ma nomination n'allait pas de soi. Le capitaine Morin avait tenu parole. Les nominations avaient lieu tous les 2 mois, après chaque départ d'appelés et chaque arrivée de nouveaux contingents de militaires. Je n'avais donc pas été promu au 1er mars. Je fus nommé brigadier le 1er mai. Le 1er juillet, j'étais nommé brigadier-chef. Mon manque d'application au stage du P2 semblait avoir été oublié. En principe, il fallait attendre au minimum 4 mois entre une nomination au grade de brigadier-chef et celle au grade de maréchal des logis. Mais il y avait urgence, car l'adjudant-chef Legendre devait partir en stage, et il était indispensable que je sois promu avant son départ. Mon retard de nomination en mars avait compliqué le processus, aussi je devins sous-officier en septembre, bien qu'il n'y ait pas eu les 4 mois réglementaires entre les 2 nominations. Cela prouvait bien que des tractations avaient eu lieu au sujet de mon admission à l'examen du P2 en février. Mais, mis à part le capitaine Morin, qui avait pris mon résultat comme un affront personnel, aucun parmi les autres gradés ne m'avait soufflé mot de cet épisode. J'étais pourtant certain que le capitaine Deshaies avait été consulté. Le quotidien avait repris son cours. J'assurais mes fonctions sous le regard attentif de l'adjudant-chef. Je pris le temps d'observer le fonctionnement du secrétariat. Je m'intéressais notamment au classement des papiers. Je n'avais aucune notion de la façon dont tout cela était organisé. Cet apprentissage me servira beaucoup plus tard dans ma vie professionnelle, lorsque devenu directeur d'école, j'allais devoir entretenir des relations administratives avec les différents services de l'académie. Je mettrai en pratique cette façon d'enregistrer les courriers tant à l'arrivée qu'au départ, de classer de manière rationnelle les archives. Dans de nombreuses circonstances, j'allais pouvoir leur prouver que l'erreur venait de leur service et non d'une erreur ou d'un oubli de ma part. Ce procédé de toujours garder 2 doubles d'une correspondance, un double classé en archive à l'aide d'une pelure jaune, un autre double classé chronologiquement à l'aide d'une pelure rose enregistrée par numéro et par date d'édition, me permettront, dans bien des cas, de prouver ma bonne foi. Beaucoup plus tard aussi, lors de l'apparition de l'informatique, je n'aurai pas de difficulté à mettre en œuvre un classement ordonné des fichiers sur le disque dur de mon ordinateur. Au cours des mois qui suivirent mon retour à la BCS, j'allais aussi participer à la garde de la station de pompage située à une dizaine de kilomètres du camp. Cette station de pompage, que l'on nommait Assis-Zerouki, approvisionnait en eau les différents camps militaires basés à El Aricha. Elle permettait aussi à la population locale de se ravitailler en eau. Le robinet, mis à disposition des habitants du village et des différents douars de regroupement des nomades situés aux alentours d'El Aricha, se trouvait tout près des barbelés de notre camp. Nous voyions journellement des gamins arabes venir se ravitailler, accompagnés de leurs bourricots. Ceux-ci portaient un tonnelet de chaque côté de leur échine. Le soir, les troupeaux de moutons venaient également se désaltérer dans une flaque d'eau de l'oued tout proche.